Un château apparaît. Des vierges hurlent. Et ce qui avait commencé comme un fiasco commercial est devenu le film resté le plus longtemps à l'affiche de l'histoire du cinéma. Voici 20 secrets sur The Rocky Horror Picture Show, restés cachés pendant des décennies. Et en bonus, l'accessoire que les spectateurs continuent de jeter sur l'écran 50 ans plus tard. Le film qui a fait un flop dès sa première projection. Vous avez vu toutes sortes de films, mais jamais rien de comparable à The Rocky Horror. The Rocky Horror Picture Show n'est pas devenu un film culte le jour de sa sortie. Ce fut un échec retentissant, un véritable fiasco. Lors de sa première en septembre 1975 au Westwood Theatre de Los Angeles, seulement 8 personnes se sont présentées. 8. Pour la première fois. Dès la deuxième semaine, les salles étaient vides. Les critiques l'ont descendu en flammes. Un navet insipide, incompréhensible et insupportable. Variety l'a qualifié d'échec assuré. Paniqués, les dirigeants de la Fox l'ont retiré des principaux marchés en quelques semaines. Le film fut un échec commercial immédiat et disparut des salles plus vite que la plupart des films d'horreur. Tim Curry déclara plus tard « La première avait des allures d'enterrement. Les acteurs, assis dans la salle, assistaient impuissants à l'effondrement de leur carrière. » Susan Sarandon quitta la salle prématurément, trop déprimée pour continuer. Richard O'Brien, auteur de la pièce de théâtre originale, pensait avoir sabordé sa propre création. La Fox envisagea de faire disparaître le film, de considérer la perte comme une fatalité, de faire comme si de rien n'était. Mais un événement inattendu se produisit. À Minneapolis, un programmateur de films de nuit du nom de Kim Fowley décida de le projeter à minuit pour plaisanter. Des étudiants, souvent ivres, vinrent le voir et l'adorèrent. Le bouche à oreille fonctionna. Plus de séances de minuit, des foules plus importantes. Et lentement, ville après ville, salle après salle, Rocky Horror renaquit de ses cendres. Non pas comme un divertissement grand public, mais comme quelque chose de plus étrange, de plus subversif. Un film qui avait fait un flop en journée, mais qui triomphait après minuit. Car parfois, les plus grandes œuvres d'art ne réussissent pas selon leurs propres règles. Elles en créent de nouvelles. Tim Curry a failli ne jamais incarner Frank Furter. Sur scène à Londres, Tim Curry a littéralement embrassé le personnage. Il l'a créé, perfectionné, rendu légendaire. Mais au début du tournage, les producteurs souhaitaient quelqu'un d'autre. Une célébrité, une valeur sûre, quelqu'un capable de remplir les salles. Ils ont proposé le rôle à Mick Jagger. Il était intéressé, l'a sérieusement envisagé, il adorait la musique et le côté extravagant du personnage. Mais son manager a refusé. Trop risqué, trop étrange, incompatible avec son image. Ils ont alors contacté David Bowie. Il était parfait, androgyne, théâtral et musicalement génial. Bowie a lu le scénario, l'a adoré, mais il était engagé sur le tournage de L'homme qui venait d'ailleurs et ne pouvait pas faire les deux. Les producteurs ont continué leurs recherches. Des noms ont été évoqués. Des rockers glam, des acteurs de théâtre, tous ceux qui avaient la bonne énergie. Pendant ce temps, Tim Curry paniquait. C'était son rôle, son œuvre, sa vie. Il s'était investi corps et âme dans Frank Furter sur scène. Mais le cinéma et le théâtre sont deux mondes différents. Les studios voulaient des stars. Finalement, le réalisateur Jim Sharman a riposté. Il a clairement fait comprendre aux producteurs que Curry était intouchable. Personne d'autre ne comprenait la vulnérabilité de Frank, sa solitude, son besoin désespéré d'être adoré. Les stars pouvaient jouer la sexualité. Seul Curry pouvait exprimer la tristesse sous-jacente. Les producteurs ont accepté à contre-cœur, misant sur un inconnu. Et Curry a été à la hauteur. Il n'a pas seulement incarné Frank Furter, il est devenu le personnage, canalisant chaque marginal, chaque paria, chaque personne qui s'est un jour sentie trop différente du monde. Sans Curry, Rocky Horror aurait pu être divertissant. Avec lui, le film est devenu transcendant.
Le corset qui a interrompu le tournage, laissez-moi vous montrer. Le corset iconique de Tim Curry n'était pas qu'un simple costume. C'était un instrument de torture. Il était si serré que Curry pouvait à peine respirer. Entre les prises, il fallait le desserrer, à bout de souffle, peinant à reprendre son souffle. Les projecteurs du studio ne faisaient qu'empirer les choses. La chaleur, combinée à une respiration difficile, a failli faire perdre connaissance à Curry à plusieurs reprises. Le personnel médical était prêt à intervenir. Mais Curry a refusé de desserrer son costume. Il a insisté pour que Frank Henfurter le serre au maximum. Souffrir pour la beauté. Privilégier l'apparence au confort. Cet attachement à son caractère a failli lui coûter la vie. Pendant le numéro de Sweet Transvestite, Curry a dansé, chanté et défilé pendant près de 4 heures de tournage. Le corset lui serrait les côtes, lui a laissé des ecchymoses au torse et chaque mouvement était douloureux. À la fin de la journée, son abdomen était couvert de marques qui ont mis des semaines à guérir. La costumière, Sue Blaine, a tenté de créer une version plus confortable, mais Curry l'a refusé. Silhouette inadaptée, sentiment inapproprié, Frank inadapté. Il préférait souffrir plutôt que de faire des compromis. Les acteurs disaient que regarder Curry travailler était à la fois inspirant et troublant. Il était brillant, puis s'effondrait entre les prises, la poitrine soulevée par l'effort, le visage blême. Mais dès que les caméras tournaient, c'était l'étincelle. Cette performance, cet engagement absolu envers l'inconfort pour l'art, c'est ce qui rend Frank Henfurter inoubliable. Chaque démarche, chaque pose, chaque instant avait un prix physique. Et Curry l'a payé avec joie car certains rôles exigent des sacrifices. Et Frank exigeait tout. Le château était en ruine. Oakley Court, le manoir victorien utilisé pour les plans extérieurs, n'avait pas été choisi pour sa beauté. On l'avait choisi parce qu'il était bon marché. Le bâtiment était littéralement en ruine. Des tuiles se sont détachées du toit pendant le tournage. Les fenêtres étaient brisées. Les murs étaient fissurés. L'endroit était abandonné depuis des années, utilisé occasionnellement pour des films d'horreur car il avait un aspect suffisamment sinistre. Parfait pour le château délabré de Rocky Horror, mais y travailler était dangereux. La production a dû déployer des agents de sécurité car la solidité de la structure était incertaine. Lors des tournages de nuit, des parties de la façade s'effondraient, provoquant la chute de blocs de maçonnerie. Les membres de l'équipe portaient des casques. Les acteurs devaient se déplacer rapidement dans certaines zones. Lors du célèbre plan où Brad et Janet s'approchent du château, ils étaient réellement nerveux, craignant l'effondrement du bâtiment. La pluie n'a fait qu'empirer les choses. Les dégâts des eaux avaient pourri les poutres de soutien. Lorsqu'il pleuvait sans cesse pendant le tournage, l'équipe évacuait, craignant que toute la structure ne s'effondre. Jim Sharman adorait ça. Le danger ajoutait de l'authenticité. Le château n'était pas qu'un simple décor, c'était un véritable bâtiment en ruine. Cette dégradation était visible à l'écran. En regardant Rocky Horror, on voit une maison à l'agonie, à quelques semaines de la ruine. Après le tournage, Oakley Court a été rénovée et transformée en hôtel. Mais pendant la production, elle représentait un véritable danger. L'équipe plaisantait en disant qu'il tournait un film dans un tombeau. Et dans un film sur la création et la destruction, cela semblait tout à fait approprié. La lingerie de Susan Sarandon est devenue iconique par accident. Certains diront que le soutien-gorge blanc et le jupon que Janet porte tout au long du film n'étaient pas prévus. C'était un problème de costume devenu un phénomène culturel. À l'origine, Susan Sarandon devait porter une tenue complète lors de la scène du spectacle. Mais pendant les répétitions, le costume n'arrêtait pas de faire des siennes. Fermetures éclairs cassées, coutures qui craquaient, rien ne fonctionnait correctement. Le tournage étant prévu et sans temps pour le réparer, la costumière Sue Blaine prit une décision sur le champ. La mettre en sous-vêtements. Simple, pratique, facile. Sarandon était mortifiée. C'était une actrice sérieuse qui essayait de se construire une carrière respectable. Se pavonir en soutien-gorge n'était pas prévu, mais Blaine l'a convaincue. « Ce n'est pas gratuit », a-t-elle argumenté. « C'est un geste de vulnérabilité. Janet est dénudée,
au sens propre comme au figuré. Son innocence a disparu, la lingerie le montre. À contre-cœur, Sarandon a accepté, et ce choix est devenu iconique. Ce soutien-gorge blanc et cette nuisette représentaient toutes les filles sages qui ont basculé dans la rébellion, toutes les personnes refoulées libérées, toutes les conformistes découvrant la liberté. Pour les séances de minuit, les spectateurs se déguisaient en Janet, recréant à l'identique son look. Des milliers de femmes en sous-vêtements blancs scandaient des répliques cultes devant les écrans du monde entier. Sarandon a admis plus tard avoir eu tort de résister. Cette vulnérabilité a fonctionné. La transformation de Janet, de jeune fille coincée et prude à femme libérée, nécessitait ce changement visuel. De la tenue vestimentaire à la quasi-nudité, de la contrainte à la liberté. Et tout cela parce qu'une fermeture éclair a cassé et que personne n'a eu le temps de la réparer. Parfois, les meilleures idées créatives sont le fruit d'accidents imprévus. L'inspiration de Richard O'Brien était personnelle. Richard O'Brien n'a pas seulement écrit Rocky Horror, il l'a vécu. En grandissant en Nouvelle-Zélande, O'Brien se sentait étranger, à part, en décalage. Il était obsédé par les vieux films d'horreur et le rock, deux choses qui ne faisaient pas bon ménage dans son milieu conservateur. Il s'installa à Londres, connut des difficultés comme acteur et se sentit éternellement exclu. Rocky Horror devint sa thérapie, sa rébellion, son cri dans le vide. La sexualité, l'étrangeté, le refus de se conformer. O'Brien a insufflé son isolement dans Riff Raff, le domestique marginal qui observe les autres s'amuser tandis qu'il attend dans l'ombre. C'est autobiographique. O'Brien a passé des années à observer la vie des autres avec l'impression de servir leurs histoires. Écrire Rocky Horror était sa façon de reprendre le contrôle, de devenir le protagoniste de son propre récit. Les thèmes du spectacle, la libération sexuelle, la fluidité des genres, le rejet de la normalité, n'étaient pas des concepts abstraits. C'était toute la vie d'O'Brien. Chaque parole, chaque blague, chaque instant puisait son inspiration dans une expérience et une souffrance authentiques. Lors de la première du spectacle à Londres, O'Brien était terrifié. Il s'était totalement mis à nu, son âme était à vif. Mais le public a répondu présent. Il se reconnaissait dans ses marginaux, ses inadaptés, ses beaux phénomènes. Et O'Brien comprit qu'il n'était pas seul. Le succès de Rocky Horror tient à son authenticité. Ce n'est pas un commentaire sur les marginaux, mais une œuvre créée par l'un d'eux. Et c'est cette authenticité qui explique sa résonance encore aujourd'hui, 50 ans plus tard. Le film a été tourné en 6 semaines sans budget. Rocky Horror avait un budget de 1,2 million de dollars. À titre de comparaison, Les Dents de la Mer, sorti la même année, avait coûté 9 millions de dollars. La production était constamment à court d'argent. Les accessoires étaient empruntés ou volés. Les costumes étaient confectionnés à partir de trouvailles de friperie. Les décors étaient faits de ce qu'ils pouvaient se permettre ou construire à moindre coût. Le fameux trône sur lequel Frank est assis, trouvé dans un entrepôt, pour 50 $. Le matériel de laboratoire, emprunté à un musée des sciences, avec la promesse de le rendre intact. Promesse non tenue. Certains accessoires étaient de véritables épaves. L'équipe fouillait les bennes à ordures à la recherche de quelque chose d'utilisable. Cette esthétique du théâtre à petit budget n'était pas un choix artistique. C'était une nécessité financière, mais ça a fonctionné. Rocky Horror a un aspect volontairement artificiel, comme un spectacle filmé. Les décors peints, les plateaux de tournage ostentatoires, les éclairages théâtraux, tout contribue à créer une atmosphère onirique et irréelle. Avec plus de moyens, le film aurait pu paraître plus soigné, plus réaliste, plus luxueux, mais il aurait alors perdu toute son âme. Le côté artisanal fait tout le charme du film. On dirait qu'il a été tourné par des amateurs dans un sous-sol, car c'est en quelque sorte le cas. 6 semaines de tournage ne laissaient aucune place à la perfection. 1 ou 2 prises, et hop, on passait à autre chose. Les erreurs ont été conservées. Les aspérités n'ont pas été gommées,
et cette énergie brute transparaît. Regarder Rocky Horror, c'est comme assister à un spectacle entre amis, pas à un produit commercial. Cette authenticité est née de la pauvreté. Le film a connu le succès parce qu'il semblait avoir été réalisé par des marginaux pour des marginaux, et aucune somme d'argent n'aurait pu acheter cette esthétique. Elle s'est construite à la force du poignet. Lorsque Rocky Horror Picture Show est passé aux séances de minuit, un phénomène inédit s'est produit. Le public a commencé à réagir, non plus à huer, mais à participer. Il arrivait que quelqu'un lance une blague pendant les pauses entre les dialogues. D'autres riaient et la répétaient à la séance suivante. Les répliques ont évolué, se sont affinées et se sont répandues de salle en salle. En 1977, les échanges entre spectateurs étaient standardisés. Des milliers de personnes, dans des centaines de salles, criaient les mêmes réponses, créant ainsi un second scénario écrit par le public. Du jamais vu. Auparavant, les films étaient regardés en silence. Toute participation était interdite. Rocky Horror a complètement bouleversé cette règle. Au départ, les propriétaires de salles de cinéma détestaient ça. Ils ont essayé d'y mettre fin, d'imposer le silence, d'expulser les spectateurs perturbateurs. Mais la perturbation était justement l'attrait. Les gens ne venaient pas voir un film, ils venaient en jouer un. Le phénomène a pris de l'ampleur. Les spectateurs apportaient des accessoires, du riz à jeter pendant la cérémonie, des journaux en cas de pluie, des toasts pour le dîner. Des groupes de fans se sont formés, déguisés en personnages et rejoignant le film devant des écrans. Des communautés entières se sont constituées autour de ce visionnage participatif. Ce n'était plus un simple divertissement passif, mais une performance artistique interactive. Rocky Horror a inventé une nouvelle relation entre le cinéma et le public. Avant, les films nous imposaient leur point de vue. Rocky Horror a suscité la conversation. Cet héritage dépasse largement le cadre des films cultes. Les séances interactives modernes, les versions karaoké, les adaptations en prise de vue réelle, tout cela trouve son origine dans le refus du public de Rocky Horror de rester silencieux. Ils ont donné une leçon au cinéma. Parfois, le public est le spectacle, et parfois, il sait mieux que les cinéastes ce dont il a besoin. La réaction de Barry Bostwick à sa carrière. Barry Bostwick incarnait Brad Majors, l'homme ordinaire et rigide corrompu par l'univers de Frank. Lorsqu'il accepta le rôle, Bostwick était un acteur de théâtre respecté, un vétéran de Broadway, un artiste reconnu. Rocky Horror ne devait être qu'un petit boulot, une distraction amusante, rien qui puisse changer sa carrière. Il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Quand le film fut un échec commercial, Bostwick fut soulagé, il pensa avoir échappé au pire. Retour au travail. Puis arrivèrent les projections de minuit, et Brad Majors devint son rôle emblématique, qu'il le veuille ou non. Pendant des décennies, Bostwick ne put y échapper. À chaque rôle, à chaque audition, à chaque entretien, on ne parlait que de Rocky Horror. Il a essayé de prendre ses distances, d'accepter des rôles différents, de prouver l'étendue de son talent. Rien n'y a fait. Il resterait Brad à jamais. Cette transformation était frustrante. Il avait suivi une formation shakespearienne, joué dans des pièces classiques et possédait une technique irréprochable. Mais le public ne s'intéressait qu'au type ringard à lunettes, séduit par une extraterrestre transgenre. Bostwick a traversé différentes phases, le déni, la colère, une acceptation réticente et enfin la reconnaissance. Il a compris que Rocky Horror lui avait offert quelque chose de rare, l'immortalité. La plupart des acteurs tombent dans l'oubli. La plupart des performances sont oubliées. Mais 50 ans plus tard, les fans le reconnaissent encore, aiment toujours Brad et célèbrent toujours ce rôle. Bostwick a fini par l'accepter. Il a commencé à participer à des conventions, à rencontrer les fans et à embrasser cet héritage, car lutter contre lui était épuisant. Et les fans ne se moquaient pas de lui. Ils aimaient sincèrement son œuvre. Brad Majors incarnait tous ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort et découvrir l'inattendu.
un bel héritage à laisser. La fameuse scène de la piscine a failli ne jamais avoir lieu. Cette scène où Frank séduit Janet est l'une des plus commentées du film, mais elle a failli coûter la vie à Susan Sarandon. La piscine n'était pas chauffée. Le tournage a eu lieu en hiver. La température de l'eau était d'environ 10 degrés Celsius. Sarandon a dû rester des heures dans cette eau glaciale, enchaînant les prises, restant sous l'eau et émergeant de façon spectaculaire. Elle a souffert d'hypothermie à 2 reprises. Les médecins ont dû l'envelopper dans des couvertures entre les prises, surveiller sa température et s'assurer qu'elle ne subissait pas de choc. Tim Curry n'était guère mieux loti. Son maquillage coulait sans cesse et il fallait le refaire constamment. Le froid le faisait trembler de façon incontrôlable, gâchant des prises. Mais le pire n'était pas la température, c'était l'hygiène. La piscine n'avait pas été correctement nettoyée. L'eau était immonde, l'équilibre chimique complètement déséquilibré. Les 2 acteurs ont contracté des otites, des irritations oculaires et des problèmes de peau. Sarandon a plaisanté plus tard en disant qu'elle avait attrapé toutes les infections connues dans cette piscine. Jim Sharman les a encouragés à continuer. La scène était cruciale, insistait-il. La vulnérabilité, l'intimité, tout devait se dérouler sous l'eau, créer une atmosphère onirique et dangereuse. Alors, ils ont souffert. Prise après prise dans cette piscine glaciale et immonde. Quand on regarde cette scène, le malaise est palpable. Les frissons de Sarandon ne sont pas feints. L'empressement de Curry à en finir n'est pas un choix de personnage. Tous 2 tentent de survivre. Et ce malaise authentique enrichit la scène de profondeur. La corruption de Janet n'a rien de confortable ni de glamour. Elle est dérangeante, choquante, glaçante. Parfois, les meilleures performances naissent d'une souffrance réelle, et ce contexte en regorgeait. Les lèvres de Patricia Quinn. Vous avez vu toutes sortes de films, mais jamais rien de comparable à The Rocky Horror Picture Show qui a donné naissance à une franchise. Les lèvres iconiques de la scène d'ouverture, chantant les premières paroles, sont celles de Patricia Quinn, enfin, pas vraiment, pas tout à fait. Ce sont ses lèvres, mais pas sa voix. C'est Richard O'Brien qui chante. Quinn a enregistré le morceau d'ouverture, mais sa version ne correspondait pas à ce qu'O'Brien avait imaginé. Trop douce, trop mélodieuse. Il la voulait plus étrange, plus ambiguë. Alors, O'Brien l'a chantée lui-même, et ils ont gardé les lèvres de Quinn parce qu'elles étaient parfaites, iconiques, saisissantes, inoubliables. Quinn n'a rien su du changement jusqu'à la première. Elle a regardé le générique, a reconnu ses lèvres, a entendu une voix d'homme et s'est sentie trahie. Elle avait été remplacée sans prévenir. La douleur était vive. Elle avait mis tout son cœur dans cet enregistrement pour finalement le voir jeté à la poubelle. Pendant des années, Quinn lui en a voulu. Les interviews où on l'interrogeait sur le générique la rendaient tendue. Elle corrigeait les gens. Ce sont mes lèvres, mais pas ma voix. Que ce soit clair. Finalement, elle l'a accepté. Ses lèvres sont devenues l'emblème du film, son image la plus reconnaissable. Affiches, produits dérivés, tatouages, tout les mettait en scène, les lèvres de Quinn. Une forme d'immortalité que la plupart des acteurs n'atteignent jamais. Son visage, ou du moins une partie de celui-ci, est devenu synonyme de tout un mouvement culturel. Et si la voix est bien celle d'O'Brien, l'impact visuel, la sensualité de ses lèvres, tout cela, c'est Quinn. Elle a donné un visage à Rocky Horror, et des décennies plus tard, elle a enfin compris la valeur de ce don, car parfois, être vue suffit. La voix importe moins que l'image qui perdure à jamais. La scène qui a poussé Meat Loaf à abandonner le cinéma. Meat Loaf incarnait Eddie, le moteur rebelle surgissant d'un congélateur. C'était son premier grand rôle au cinéma. Musicien avant tout, il avait tourné avec différents groupes et possédait une certaine expérience de la scène, mais très peu d'expérience cinématographique. Rocky Horror était censé lancer sa carrière d'acteur. Au lieu de cela, le film a failli y mettre un terme. La scène du congélateur était un véritable supplice. Meat Loaf
était entassé dans un espace minuscule pendant des heures, l'air glacial soufflant sans cesse. C'est un homme imposant, et ce congélateur n'était pas fait pour son confort. Entre les prises, il en ressortait tremblant, les lèvres bleues, à peine capable de parler. Mais le véritable traumatisme est survenu lors de la scène de la mort d'Eddie. Frank tue Eddie d'un coup de pic à glace, brutalement et subitement. La chorégraphie exigeait que Meat Loaf soit soulevé, lâché et manipulé violemment. Lors d'une prise, il a mal réceptionné, atterrissant lourdement et se blessant à la jambe. Le tournage a continué. Il souffrait réellement, boitait, mais la production ne pouvait pas s'arrêter. Il y avait des impératifs de planning et de budget, pas de temps à perdre avec les blessures. Meat Loaf a tenu bon, mais quelque chose s'est brisé en lui, non pas physiquement, mais mentalement. Après la fin du tournage de Rocky Horror Picture Show, il a juré de ne plus jamais jouer la comédie pendant des années. L'expérience était trop dure, trop exigeante, trop déshumanisante. Il s'est alors concentré sur la musique, ce qui a mené à Bat Out of Hell et à un succès retentissant. Il finirait par revenir au cinéma des décennies plus tard, mais ses premiers films l'ont profondément marqué. Il a déclaré plus tard que Rocky Horror lui avait appris que la musique était sa véritable vocation. Jouer la comédie était pour lui une punition. La musique, une liberté. Ainsi, paradoxalement, le meurtre d'Eddie par Frank Infurter a mis fin à la carrière d'acteur de Meat Loaf et a donné naissance à une légende du rock. La scène du mariage a nécessité de véritables accessoires volés dans des églises. La scène d'ouverture exigeait des objets religieux authentiques. Croix, recueil de cantiques, décorations, tout le nécessaire. Faute de budget suffisant pour la location, le régisseur a fait ce que n'importe quelle équipe de tournage aux abois aurait fait. Il les a volés dans de véritables églises. Tard dans la nuit, il s'introduisait par effraction dans des églises londoniennes, prenait ce dont il avait besoin et disparaissait avant que quiconque ne s'en aperçoive. Croix catholique, recueil de cantiques protestants, vêtements liturgiques anglicans, un véritable vol œcuménique. L'équipe était au courant et n'a posé aucune question. Une excuse plausible. Une fois le tournage terminé, certains accessoires ont été discrètement restitués, d'autres non. Elles étaient cassées, détruites pendant le tournage ou tout simplement perdues. Ce vol dans une église a ajouté une touche d'authenticité. Les croix paraissent réelles parce qu'elles le sont. Les recueils de cantiques usés, les vêtements liturgiques anciens, tous des objets authentiques volés dans de véritables lieux de culte. C'est sacrilège, à l'image d'un film qui célèbre la transgression. Rocky Horror ne se contentait pas de heurter les sensibilités modernes. C'était un véritable vol. Des années plus tard, interrogé à ce sujet, le régisseur a ri, a dit qu'il finirait par se confesser à un prêtre et a reçu l'absolution. Le prêtre avait apparemment vu Rocky Horror à une séance de minuit, avait adoré et avait trouvé le vol hilarant. Le pardon divin pour un sacrilège cinématographique. Dans un film qui transgresse toutes les règles, voler dans les églises semblait tout à fait approprié. Frank-N-Furter l'aurait approuvé. Il ne respectait aucune limite, qu'elle soit sexuelle ou cinématographique. Chaque transgression était intentionnelle, chaque offense calculée. Même les accessoires provenaient de lieux interdits, bénis par des institutions qu'ils allaient ensuite tourner en ridicule. Le criminologue qui n'aurait pas dû être là. Charles Gray interprétait le rôle du criminologue narrateur, mais son rôle a été considérablement étoffé au cours du tournage. À l'origine, le narrateur avait une dizaine de répliques, une brève introduction, rien de substantiel. Gray avait été engagé pour 2 jours de travail, un salaire facile. Mais Jim Sharman adorait sa présence, son jeu théâtral, son sourire entendu. Alors, il continua d'écrire des passages narratifs, étoffant le rôle et faisant revenir Gray à plusieurs reprises. L'emploi du temps de Gray était chargé. Il jouait au théâtre à Londres, avait des engagements, ne pouvait pas revenir sans cesse. Sharman s'en fichait. Il organisait les tournages en fonction des disponibilités de Gray, filmant dès qu'il était libre.
La production s'éternisait en partie parce qu'ils devaient constamment courir après Gray. D'autres acteurs attendaient que Sharman écrive de nouvelles scènes de criminologue, espérant que Gray puisse les tourner. C'en était devenu absurde. Gray trouvait ça hilarant. Il était payé à répétition pour un rôle qui ne cessait de prendre de l'ampleur. Il arrivait, récitait le nouveau monologue écrit par Sharman, encaissait son cachet, puis disparaissait pour retourner au théâtre. Résultat, le criminologue semble omniprésent, commentant sans cesse, analysant tout. Ce n'était pas prévu. C'est né naturellement de l'obsession de Sharman pour la performance de Gray. Et ça a fonctionné. Le criminologue ancre la folie dans le réel, lui donne un contexte, offre le regard lucide qui rend l'étrangeté de Frank d'autant plus frappante. Sans le rôle plus étoffé de Gray, Rocky Horror serait un chaos total. Avec lui, c'est un chaos maîtrisé, une folie guidée. Et rien de tout cela ne figurait dans le scénario original. C'était simplement l'obstination d'un réalisateur à s'accrocher à un acteur de talent. Le Time Warp qui a failli les anéantir. Toute la séquence de danse du Time Warp, devenue iconique et adorée, fut un véritable enfer à tourner. La chorégraphie était complexe, précise, épuisante. Chaque acteur devait apprendre des mouvements exacts, se placer précisément au bon endroit, se synchroniser à la perfection. Des heures de répétition, des jours d'entraînement intensif. Au moment où les caméras ont commencé à tourner, tout le monde était déjà épuisé. Puis, le tournage a débuté, prise après prise. La moindre erreur nécessitait de tout recommencer. Un décalage rythmique? On recommence. Un problème d'éclairage? On recommence. Un souci de caméra? On recommence. Ils ont filmé cette séquence pendant 3 jours d'affilée, à raison de 16 heures par jour. La même danse, les mêmes mouvements, la même chanson en boucle. Les membres de la troupe ont confié plus tard avoir entendu cette musique en cauchemar. Tim Curry a eu les jambes qui le lâchaient à plusieurs reprises. Les talons, la chorégraphie, la répétition, c'était trop. Susan Sarandon a eu des ampoules qui ont saigné à travers ses chaussures. Barry Bostwick s'est fait un claquage musculaire le 2e jour et a dû terminer le tournage malgré sa blessure. L'équipe technique n'était pas épargnée. Les cadreurs, épuisés par le suivi de mouvements complexes, commettaient des erreurs. Les ingénieurs du son, à force d'écouter la même chanson des centaines de fois, commençaient à faire des erreurs, victimes d'une fatigue extrême. Au bout de 3 jours, tout le monde était à bout de souffle, agité, riant de façon inappropriée et à peine fonctionnelle. Mais ils y sont arrivés. La version que vous voyez est la 70e prise, un assemblage de multiples essais, les meilleurs moments de jours de souffrance. Et ça a l'air facile, joyeux, amusant. Personne ne se doute de la douleur derrière ces sourires, de l'épuisement qui se cache derrière cette énergie. Le Time Warp a failli leur être fatal, mais ils ont su se ressaisir et miraculeusement survivre. Comment allez-vous? Alors, vous nous avez rencontrés. Le film qui a uni les marginaux du monde entier. Rocky Horror n'a pas seulement trouvé un public, il en a créé un. Lorsque les séances de minuit ont connu un essor fulgurant, un phénomène remarquable s'est produit. Les jeunes gays ont trouvé une communauté. Les jeunes transgenres ont trouvé une représentation. Les inadaptés ont trouvé un foyer. Semaine après semaine, les mêmes personnes revenaient, non pas pour le film, mais pour se retrouver. Les salles de cinéma devenaient des havres de paix, des sanctuaires face à un monde hostile. Dans les années 70 et 80, afficher ouvertement son homosexualité était dangereux. Faire son coming out signifiait tout perdre, sa famille, ses amis, sa sécurité. Mais pendant les 2 heures de projection de Rocky Horror Picture Show, on pouvait être soi-même, en toute liberté, sans complexe et en toute sécurité. Des personnes travesties exploraient les identités de genre, exprimaient leur sexualité. Le tout protégé par l'obscurité et une étrangeté collective. Des amitiés se sont nouées, des réseaux de soutien se sont développés,
Des vies ont été sauvées. Plusieurs membres de la troupe et des fans ont déclaré que Rocky Horror leur avait littéralement sauvé la vie. Quand tout semblait désespéré, quand le suicide paraissait inévitable, il y avait la séance du vendredi minuit au cinéma du quartier. Cette communauté, cette acceptation, cet amour les ont sauvés du désespoir. Le film a dépassé le simple divertissement. Il est devenu une bouée de sauvetage, un mouvement, une révolution. Involontairement. Richard O'Brien n'avait pas l'intention de créer un refuge pour la communauté LGBTQ+, mais il a créé une œuvre si authentique que les personnes marginalisées s'y sont reconnues et se la sont appropriées. Rocky Horror a prouvé que les marginaux pouvaient créer leur propre culture, leurs propres espaces, leurs propres règles. Et 50 ans plus tard, cet héritage perdure. Les jeunes le découvrent encore, y trouvent une communauté et réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Car le message de Frank-N-Furter, « Ne le rêve pas, sois-le », n'était pas une simple phrase, c'était une permission. La permission d'exister pleinement, sans complexe, avec fierté. Et des millions de personnes ont profité de cette autorisation. Les accessoires devenus tradition. Jeter du riz au mariage n'était pas prévu au scénario. Un spectateur l'a fait spontanément lors d'une séance de minuit. D'autres ont imité. La tradition s'est répandue. En quelques mois, chaque projection comportait un jet de riz. Puis quelqu'un a apporté un journal pour la scène de la pluie. Les parapluies ont fait leur apparition. Toast pendant le dîner. Cartes à jouer pour l'entrée de Frank. Gants en caoutchouc, papier toilette, confettis. Tous les accessoires imaginables. Ces traditions n'étaient ni organisées ni planifiées. Elles se sont développées naturellement, d'un public à l'autre, d'un théâtre à l'autre. Au début des années 80, la liste des accessoires était standardisée. On pouvait acheter des kits de survie Rocky Horror avec tout le nécessaire pour participer. Les exploitants de salles de cinéma détestaient ça. Le désordre était incroyable. Après chaque projection, on retrouvait du riz, des toasts, du papier toilette et des paillettes partout. Le nettoyage prenait des heures. Certaines salles ont carrément interdit les accessoires. Cela n'a fait que rendre les fans encore plus déterminés. Ils faisaient entrer des objets en douce, jetant des choses n'importe comment, au risque de se faire expulser pour perpétuer la tradition. D'autres théâtres ont emboîté le pas, ont fait payer un supplément pour les sacs d'accessoires et ont transformé le désordre en profit. Les accessoires ont métamorphosé le spectateur passif en un rituel actif. On ne regardait plus Rocky Horror, on le jouait, on le vivait, on devenait le personnage. Cette participation a créé un sentiment d'appartenance. Tout le monde faisait les mêmes choses étranges au même moment étrange. Des inconnus réunis par un lancer de toast synchronisé. Ça paraît absurde. C'était absurde. Et c'était le but. La vie normale était trop rigide, trop contraignante. Rocky Horror offrait le chaos, la liberté, la permission d'être ridicule. Et lancer des toasts sur un écran devenait un acte de rébellion, petit mais significatif. Parce que parfois, la libération ressemble à joncher une salle de cinéma de riz et de papier toilette tout en hurlant pendant un film. La performance de Tim Curry qui a changé sa vie à jamais. Tim Curry s'est donné corps et âme à Frank-N-Furter. La sexualité, la vulnérabilité, l'engagement absolu envers l'étrange. Mais cette performance lui a coûté cher. Pendant des années, Curry a été impitoyablement cantonné à ce type de rôle. À chaque audition, pour chaque rôle, les réalisateurs ne voyaient que Frank. Ils voulaient cette énergie, cette performance, ce personnage encore et encore. Curry, lui, aspirait à plus de nuances. Il voulait jouer des méchants, des héros, des gens ordinaires. Personne ne le lui permettait. Les directeurs de casting lui demandaient littéralement d'imiter la voix, la démarche et l'attitude de Frank. C'était suffocant. Il avait créé quelque chose de si puissant que cela l'avait consumé. Sa carrière en a pâti. Les bons rôles ont été attribués à d'autres acteurs.
Il était trop bizarre, trop singulier, trop Frank-N-Furter. Curry a sombré dans la dépression. Il avait livré sa meilleure performance et en subissait les conséquences. Lentement, il s'est reconstruit. Le doublage lui a offert une liberté nouvelle. Interpréter des rôles de méchants comme Pennywise dans ça a révélé toute l'étendue de son talent. Mais il n'est jamais vraiment sorti de l'ombre de Frank. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, c'est ce dont on se souvient. Interrogez n'importe qui sur Tim Curry, et la mention de Rocky Horror Picture Show sera immédiate. C'est son héritage, sa malédiction, son don. Ces dernières années, Curry a fait la paix avec cet héritage. Des problèmes de santé ont limité son travail, mais il participe encore aux événements Rocky Horror Picture Show dès qu'il le peut. Et l'amour qu'il reçoit est immense. Les fans ne le voient pas comme une relique du passé ou une source de moquerie, ils le voient comme une icône, quelqu'un qui leur a donné la permission d'être eux-mêmes. Cette performance a changé leur vie, et peu à peu, Curry a réalisé qu'elle avait changé la sienne aussi. Pas comme il l'avait imaginé, mais de façon profonde. Il n'a pas seulement incarné un personnage, il est devenu un symbole. Et les symboles vivent éternellement. Le studio qui a tenté de saboter son propre film. Vous avez vu toutes sortes de films, mais jamais rien de comparable à Rocky Horror. La 20th Century Fox ne croyait pas en Rocky Horror. Ils l'ont financé à contre-cœur. Budget minimal, confiance minimale. Quand ce fut un échec commercial, ils ont eu raison. Vous voyez, nous avions raison, un navet qui méritait l'échec. Mais voilà, les séances de minuit ont eu lieu. Un public culte s'est formé. Et la Fox se retrouvait face à un dilemme. Posséder un film qui générait une base de fans passionnés, mais aucun profit commercial. Les services marketing étaient désemparés. Comment vendre une folie nocturne transgressive au grand public américain? Impossible. La Fox a d'abord tenté de l'ignorer, espérant que le phénomène s'essoufflerait. Mais non, il a pris de l'ampleur. Plus de salles, plus de villes, plus de fans. Finalement, la Fox a compris qu'elle était tombée sur un phénomène sans précédent. Un film qui avait connu un échec classique, mais un succès atypique. Alors, elle l'a soutenu avec prudence, en multipliant les tirages, en autorisant les produits dérivés et en laissant le phénomène se propager. Mais ils ne l'ont jamais vraiment adopté. La culture d'entreprise ne pouvait se concilier avec les valeurs de Rocky Horror. Les costards et les marginaux, fondamentalement incompatibles. Aujourd'hui encore, la Fox traite Rocky Horror de façon étrange. Ils en tirent profit, certes, produits dérivés, droits de diffusion en streaming, édition anniversaire, mais ils ne le défendent pas comme d'autres franchises. C'est le parent pauvre. Rentable, certes, mais embarrassant. Et les fans l'apprécient ainsi. Rocky Horror appartient au public, pas aux multinationales. La Fox détient peut-être les droits d'auteur, mais pas son sens, sa culture, son âme. Celles-ci appartiennent aux marginaux qui l'ont maintenu en vie quand la Fox voulait l'anéantir. Chaque séance de minuit est un pied donné au studio qui n'y a pas cru. Chaque clin d'œil, chaque accessoire lancé, chaque performance d'ombre témoigne de notre contribution et non de la vôtre. Et c'est tout à fait approprié. Un film sur le rejet de l'autorité, sauvé par des fans qui ont rejeté l'autorité, qui cherchaient à l'anéantir. Une tradition qui ne meurt pas. 50 ans plus tard, Rocky Horror est toujours à l'affiche. Chaque semaine, même séance, même rituel, même folie. C'est la plus longue exploitation en salle de l'histoire du cinéma. Et ce record ne sera probablement jamais battu. Le streaming a tué les séances de minuit. La COVID a tué les lieux de rassemblement. La culture moderne a tué l'étrange. Mais Rocky Horror survit. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le film qui compte. C'est une histoire de communauté, de tradition, d'appartenance. Les enfants la découvrent, participent au rituel, s'intègrent à quelque chose de plus grand. Chaque génération y ajoute sa pierre à l'édifice. De nouvelles références, de nouvelles interprétations, de nouvelles significations. Frank-N-Furter a une signification différente aujourd'hui qu'en 1975. Plus complexe, plus nuancée,
plus essentiel. Le film lui-même a vieilli. La production est rudimentaire. Toutes les blagues ne font pas mouche. Mais l'esprit, la permission d'être différent, d'être soi-même, de trouver sa place, ça, c'est éternel. Rocky Horror a appris à des générations que la normalité est une illusion. Nous sommes tous étranges. Nous avons tous peur. Nous cherchons tous à être acceptés. Et si vous ne trouvez pas votre place, créez-la. Créez votre propre communauté, vos propres règles, votre propre folie nocturne. Cette leçon dépasse le cadre du cinéma. C'est une philosophie de vie, et elle fonctionne car Rocky Horror l'a prouvé. Un film raté qui a refusé de mourir, maintenu en vie par des gens qui ont refusé de se conformer. C'est plus qu'un film culte, c'est une révolution culturelle, une séance de minuit à la fois, Is. Chaque vendredi, quelque part dans le monde, les marginaux se rassemblent. Ils se lancent du riz, ils hurlent des refrains, ils dansent le time warp, et pendant 2 heures, ils se sentent chez eux. Voilà le véritable héritage de Rocky Horror. Pas un film, mais une émotion. Et les émotions sont éternelles. Le Rocky Horror Picture Show est mort et revenu encore plus étrange. 50 ans plus tard, les séances de minuit continuent de remplir les salles de cinéma d'êtres magnifiques et atypiques qui refusent de disparaître. Ne le rêvez pas, vivez-le.